Salut, salut, salut. Bienvenue sur Tales, votre émission qui vous présente chaque mois un jeu de rôle. Je suis Jean et je suis avec Antoine. Salut tout le monde. Et ce mois-ci, on va vous parler d'un autre jeu de rôle auquel on joue énormément et c'est Antoine qui le masterise celui-là. Ouais, c'est le mien. Il s'agit de l'Appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu, exactement. Donc en fait, on va vous parler uniquement aujourd'hui de la version Edge. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On y reviendra un petit peu après. Donc déjà, merci à tous pour les retours qu'on a eus sur les différents forums pour le premier épisode. Beaucoup de remarques constructives. Donc ça, on a été très contents et très agréablement surpris aussi du nombre d'écoutes. On pensait qu'il y aurait notre famille et peut-être le chien, mais finalement, il y a quelques personnes en plus. C'est vrai qu'on est sur on va dire qu'on a été vraiment très enchantés en fait. Il y a plein de gens qui nous ont écoutés et on a eu des retours super constructifs. Donc on va essayer d'en tenir compte pour ce deuxième épisode, notamment sur la longueur de la musique de fin qui effectivement était... On va pas vous mentir, hein. C'est clairement qu'on n'en pouvait plus, on avait la flemme. Hein. Ouais, c'est clairement le montage devenait trop long, donc il était temps de s'arrêter là. Voilà, juste petit errata, je tiens à m'excuser auprès de mon papa, effectivement, quand on a parlé de comment est-ce qu'on avait commencé le jeu de rôle, il se peut qu'il ait joué toute sa jeunesse et que j'en ai pas parlé, voilà, ça c'est fait. Bon, on a décidé de rajouter une petite catégorie. Antoine a oublié son père. Ouais, c'est très drôle. On a décidé de rajouter une petite... Mais on va le couper au montage ce moment-là, donc il pensera que tu as encore oublié. Si tu fais ça, attention, hein. Ça met en péril des choses. Hein. Bon, on a décidé de rajouter une petite catégorie à l'épisode. Avant de commencer à vous parler du jeu de rôle, on va juste donner une scène ou une expérience marquante autour de la table en rapport avec le jeu de rôle dont on va vous parler. Donc, tiens, Jean, quand je te dis l'appel de Cthulhu, qu'est-ce que ça te fait penser ? Comme on disait au début, effectivement, c'est un jeu auquel on a pas mal joué maintenant. On a quand même fait beaucoup de sessions, donc il y a eu pas mal de moments un petit peu marquants, de moments un peu épiques. Mais le moment qui m'a le plus marqué, en tout cas le premier auquel je pense quand on reparle de Cthulhu, c'est une scène où je jouais une femme qui voit son compagnon devenir complètement fou, possédé, et qui va essayer de le faire revenir à lui en chantant la chanson. Alors en fait mon personnage avait chanté dans un bar, dans leur bar, et c'était la chanson qui les avait fait se rencontrer, et du coup elle se met à chanter cette chanson pour essayer de le faire revenir un petit peu, de sa possession. Et c'était à la fin du scénario, je pense que c'était quasiment impossible, c'était pas prévu en tout cas que le personnage possédé c'était quasiment impossible, puisse revenir de cette possession, puisse résister, parce que s'il était possédé, c'est qu'il avait déjà échoué en fait à toutes ces tests de résistance. J'étais paniqué, je regarde ma fiche personnage, je sais pas ce que je peux choisir pour essayer de faire quelque chose. Je vois ma compétence de chant, je me rappelle de ce que ça implique pour mon personnage, je me mets à chanter. Et là, Antoine, qui était le MJ, me regarde alors que j'avais pris les dés dans la main et me dit « C'est pas nécessaire, t'as pas la peine de jeter les dés pour ça parce que tu réussis. » Et il se tourne vers Ben, qui était du coup mon compagnon, qui était mon mec, et il lui demande de faire un test. Alors je pense qu'à ce moment-là, t'avais pas du tout choisi quel était ton niveau de difficulté. Non, dans ma tête, c'était vas-y, lance, on en discutera plus tard. Pour la beauté du geste. De toute façon, tu feras jamais un jet assez incroyable pour réussir à t'en sortir. Et là, en fait, Ben fait le jet le plus critique possible, dans le sens positif. Il fait le meilleur jet possible. 0-1. Et là, le visage d'Antoine change. Je te laisse raconter la suite, parce que c'est toi qui l'as vécu. En fait, voilà, moi c'est vrai que c'est un moment marquant parce que moi j'étais là, intérieurement j'étais quand même en me disant ça serait beau, mais bon, il y a que c'est pas possible, ça n'arrive jamais ça. Et là je vois le 0-1 et je fais waouh. Et du coup je me dis bon, il y a rien dans les règles qui prévoit ça, mais je me suis dit c'est quand même bien trouvé, allez. Et à ce moment-là j'avais quand même préparé la musique au cas où. Et là j'appuie sur espace et je lance la musique autour de la table. Je vous la mettrai 15 secondes en fond pour vous rendre compte de quelle musique c'est. Et là, voilà, après le moment, il est resté tous les gens quand on en reparle, tous autour de la table, ils en reparlent comme s'ils avaient été dans la pièce de l'hôtel à ce moment-là, quoi, dans le jeu, quoi. Ils étaient là, non mais à ce moment-là, quoi, elle a chanté. Donc c'est vrai que ça c'est assez magique. Donc voilà, si je devais choisir un moment marquant pour moi de Cthulhu, ce serait celui-là. Moi je vais vous en donner un petit, en fait, les moments marquants, bien sûr il y a celui dont on vient de parler, hein, qui était vraiment super, mais il y a un autre moment qui m'a marqué, moi c'est dans le même scénario,
C'est un moment qui est plus marquant pour le MJ. C'est une scène qu'on prépare à l'avance qui se passe dans un bar. Et il y a des personnages hauts en couleur qui rentrent dans le bar. Et la musique s'arrête. Et puis tout d'un coup, ils vont parler à ceux qui font la musique dans le bar. Et il y a une musique qui démarre. Donc je crois que c'est un concerto en mineur de piano de Tchaïkovski. Avec leur violoncelle. Et l'un des personnages se met à déclamer un poème. Et donc je m'étais un peu entraîné à déclamer le poème dans le rôle pour faire ça. Et ça a eu un effet vraiment super au niveau de la table. Et donc ça, voilà. C'est vraiment le moment où les gens sont vraiment rentrés dans le scénar à fond. Et ça, c'était vraiment... moi, j'avais beaucoup apprécié. Voilà, c'était ma petite expérience marquante, parce qu'il fallait en choisir une. Après, il y en a d'autres. Hein. Et juste pour l'anecdote, ces 2 scènes sont tirées de la même session de jeu. Ouais. C'est ça qui est drôle. Ouais, bon, après, qui est la dernière session de jeu qu'on ait faite sur Cthulhu, c'était cet été. Exactement. Bref, donc aujourd'hui, l'appel de Cthulhu, enfin ce mois-ci, l'appel de Cthulhu. Alors, comme d'habitude, on va commencer par vous présenter, avant de vous parler du jeu, on va vous parler un petit peu de ce qui se passe autour du jeu. Hein. Donc, on va parler éditeur, auteur et puis inspiration. Et du coup, on va commencer par l'éditeur. Alors, pour tout ce qui est éditeur, c'est compliqué. Donc, on va essayer de résumer de façon simple. On peut même dire que c'est le bordel. Voilà. En gros, ce jeu, il est édité par Chaosium aux États-Unis. Donc, ça, c'est la boîte, c'est les éditeurs aux États-Unis. Ce Chaosium, il délivre des licences pour des traducteurs ou d'autres boîtes dans les autres pays. Donc en France, ça a d'abord été Descartes. Faut savoir que le jeu, donc, il a été écrit par Sandy Petersen et a été publié en 81. Et ensuite, donc Descartes prend la licence et est publié en France en 84 jusqu'en 2005. Le jeu, il a eu 7 versions différentes. Donc V1 à V7. Actuellement, on est à la V7, qui sera probablement la dernière version. Et donc Descartes, de la 84 à 2005, ils vont faire la V1 jusqu'à la V5. En 2005, le partenariat entre Descartes et Chaosium s'arrête, et la licence est reprise en 2008 par Sans Détour. Et Sans Détour, ils vont faire la V6 et le début de la V7. Et puis en 2018, Chaosium annonce qu'ils ne renouvellent pas le contrat de licence qu'ils ont avec Sans Détour. La raison qui a été évoquée, c'est parce qu'en fait, ça faisait 2 ans que Sans Détour ne payait pas de royalties à Chaosium. Après, il faut savoir que c'est une histoire qui est compliquée et on n'a pas tous les tenants aboutissants, donc nous, voilà, on va juste vous donner les déclarations officielles. Ouais, et puis c'est pas vraiment dans l'esprit de l'émission de revenir sur ce genre. Peut-être qu'à l'avenir, on fera des trucs où on parlera précisément de scandales ou de ce que vous voulez. Et nous, on a quelques scandales de la scène jeu de rôle qui nous plaisent plus que celui-là. Mais voilà, on n'est pas là pour faire un travail journalistique autour de ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils ont arrêté. Non. Tout ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il y avait cet éditeur-là en français et qu'aujourd'hui, ce n'est plus celui-là et on vous explique rapidement pourquoi. À savoir qu'en fait, Sans Détour, ils ont publié quand même une centaine d'ouvrages, pour la V6 notamment de Cthulhu, donc beaucoup d'ouvrages qui avaient été écrits par eux, donc Made in France. Ensuite, en 2018, ça a été repris immédiatement par Edge. Edge, c'est une société, c'est une boîte qui est d'abord espagnole, et qui a une partie en France, c'est surtout de la traduction. D'accord, à la base, ils sont pas censés faire forcément de Made in France, c'est beaucoup de traduction, ils traduisent. Et du coup, ils ont décidé de reprendre un peu, on va dire, les livres tels que les font Chaosium, c'est-à-dire que c'est les mêmes couvertures, c'est les mêmes modèles, et du coup, ça fait quand même une gamme qui est où il y a une certaine cohérence. Voilà. Il faut savoir que l'Appel de Cthulhu, c'est un jeu qui est très plébiscité en France. C'est un des premiers jeux de rôle en France en termes de vente. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui a eu un petit succès, on va dire, aux États-Unis, mais en France, ça a eu beaucoup de succès. Et ça en a toujours aujourd'hui. C'est aussi un des jeux les plus connus. Alors, quand on regarde, par exemple, certains tops de jeux de rôle au niveau d'articles anglais, etc., de journaux ou de revues rôlistes anglophones, dans les top 100, souvent c'est deuxième. C'est-à-dire qu'en premier, bon, loin devant, hein, voilà, il y a Donjons et Dragons. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur... Il y a un fossé entre Donjons et Dragons et tout le reste. Et en deuxième, souvent, il y a l'Appel de Cthulhu. Un autre petit aparté, c'est que l'auteur, donc, qui est H.P. Lovecraft, on va revenir juste après dessus. Alors l'auteur de l'univers, hein, pas l'auteur du jeu de rôle.
Oui, l'auteur de l'univers, l'auteur, on va dire, de là où sont tirés le jeu de rôle, des livres, ça dépend du domaine public. Et du coup, c'est pour ça, soyez pas confus, il y a d'autres jeux de rôle qui reprennent le mythe de Cthulhu, mais qui ne sont pas l'appel de Cthulhu, notamment Delta Green, Achtung Cthulhu, Cthulhu Hack, etc. Tout ça, c'est parce que l'œuvre de l'auteur de laquelle est tiré le jeu de rôle est du domaine public, parce que ça a été écrit dans les années 1920-1910. Donc, on a fait un petit tour sur l'éditeur, voilà. Et ensuite, on va parler de l'univers, et notamment de l'auteur initial le jeu de rôle il est tiré de l'œuvre d'un auteur qui s'appelle H.P. Lovecraft, donc c'est Howard Philip Lovecraft. C'est un auteur qui est né dans les années 1890 et qui est mort en 1937, donc à 47 ans. Et il est né et mort dans le Rhode Island. Donc le Rhode Island, c'est le plus petit état des États-Unis, dans une ville qui s'appelle Providence. Et cette ville, elle est à la frontière entre le Rhode Island et le Massachusetts. C'est important parce qu'en fait, la majorité de ses œuvres se passent dans une ville qui s'appelle Arkham, qui est une ville imaginaire, qui se situe dans le Massachusetts. Et la plupart des scénarios de Cthulhu qui ont été écrits dans les premières versions, et même aujourd'hui encore, se passent dans cette ville-là ou dans la région du Rhode Island ou du Massachusetts. Donc on voit vraiment que l'œuvre de l'auteur définit vraiment, on va dire, le jeu de rôle est vraiment tiré de cette œuvre-là. Donc il y a eu H.P. Lovecraft et il a eu ce qu'on appelle des disciples, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a, enfin des disciples. Il y a eu d'autres auteurs qui ont utilisé la mythologie qu'il avait créée pour faire d'autres œuvres et qui ont un peu fait on va dire un univers étendu. Ils ont poursuivi un petit peu l'univers de Lovecraft en gardant, on va dire, un univers cohérent. Autour du mythe de Cthulhu. C'est un des auteurs majeurs de tout ce qui est horrifique, c'est-à-dire que c'est un peu lui qui a créé, ou en tout cas qui a montré, qui a développé la notion d'horreur cosmique. Donc l'horreur cosmique, c'est cette notion qu'en fait, l'être humain, quand on le remet à sa place dans le cosmos, on voit qu'on est à une échelle infiniment petit, qu'on est infiniment insignifiant, et qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et ça crée de l'horreur. Voilà, donc en fait, toute son œuvre, elle vient de là, donc de l'horreur cosmique, du fait qu'on est insignifiant par rapport à ce qui nous arrive et qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on peut pas contrôler. Cette notion-là, elle est assez importante en fait parce que dans le jeu de rôle, ça va être la base de beaucoup de scénarios. Le côté un petit peu plan plus grand que les joueurs, plan qui dépasse ce que sont les joueurs finalement, et cette sensation de découvrir un espèce de tout petit bout d'un truc immense qu'on n'arrive pas à concevoir, c'est vraiment une des bases de la plupart de l'écriture des scénarios, en tout cas de ceux que nous ont fait jouer Antoine. La plupart des scénarios s'inspirent de cette chose-là. Oui, ça, on n'a pas de... C'est sûr que ça s'en inspire, en sachant que y a beaucoup d'auteurs après qui ont été inspirés, hein, notamment on pense à Stephen King, etc. On dit qu'il y a les deux grands auteurs qui ont amené un peu l'horreur, qui sont les précurseurs de l'horreur, c'est Howard Philip Lovecraft et Edgar Allan Poe, qui sont contemporains en plus. Hein. Alors après, il y a des petites choses, c'est qu'en fait, il y a une certaine controverse au niveau de l'œuvre, parce qu'il y a des thèmes qui sont abordés, notamment, voilà, on y retrouve du racisme, du sexisme, des choses qui sont, voilà, à lire aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué, et il y a toujours cette controverse avec cet auteur-là. C'est pour ça que nous, on vous conseille pas forcément de... Enfin, vous pouvez lire l'œuvre de Lovecraft, ça se lit très bien, hein. Mais déjà, c'est une écriture qui est un peu plus... On voit que ça date, quoi. Et il y a des thèmes abordés qui sont parfois un peu difficiles pour certains lecteurs. Il faut essayer de s'en détacher. D'ailleurs, dans le jeu de rôle, hein, c'est très explicite que tous ces thèmes-là, la ségrégation, le sexisme, ils n'existent pas. Enfin, en tout cas, il faut ne pas les faire exister dans le jeu de rôle. Et d'ailleurs, il y a un auteur de bande dessinée japonaise, de manga, qui s'appelle Gutanabe, qui reprend l'œuvre de Lovecraft et qui, on va dire, la dessine et la met en format BD manga. Dans une superbe édition avec un faux cuir qui est super joli, et franchement c'est plus accessible, donc si vous avez un petit peu de mal avec l'œuvre originale, on vous conseille plutôt de lire par exemple ces bandes dessinées de Gutanabe qui sont très accessibles. Alors juste pour nuancer ce que dit Antoine, ces thèmes ils peuvent être présents dans le jeu, mais en fait ils sont pas présents comme étant une chose normale de la vie
pour les joueurs, dans le sens où c'est normal de voir de la ségrégation, où c'est normal de voir de la misogynie. Ils peuvent être mis en scène dans le jeu, mais comme des Oui, choses bien sûr. finalement qui sont vues comme négatives. Donc on peut les voir dans le jeu, il y a même des scénarios qui sont autour de ça, il y a même des add-ons, des campagnes qui peuvent être des suppléments, je veux dire, qui peuvent avoir pour thème ce genre de choses, mais c'est toujours traité de façon particulière et pas comme quelque chose de banal dans l'univers. Oui, mais c'est toujours il y a un personnage qui est misogyne ou un personnage qui est raciste, mais il y a pas, c'est pas systémique, quoi. C'est pas comme à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas un jeu historique, on n'est pas obligé de refaire jouer la ségrégation. Il y a un personnage qui peut être raciste ou qui peut être sexiste, si ça apporte quelque chose à l'histoire. Mais il est fortement conseillé, et puis même, moi je vous conseille de ne pas faire jouer, de ne pas ajouter, de pas essayer de faire un jeu de rôle historique. Ça apporte rien de particulier, c'est un jeu avant tout. Et puis il y a des gens autour de la table pour lesquels ça peut être compliqué, si vous connaissez pas bien vos joueurs, il faut tout. Enfin, moi je conseille de ces thèmes-là de faire comme si ils n'existaient pas quand vous jouez à l'appel de Cthulhu. Voilà, mais tout ça, c'est des controverses qui sont des controverses autour de l'œuvre de Lovecraft. Et nous, on vous parle du Ouais. jeu de rôle Call of Cthulhu. Et ces Jeu de rôle. controverses, en fait, Ouais. elles sont inexistantes dans ce jeu. Donc, du coup, ce jeu, quand tu joues à ça, c'est quoi les œuvres de la pop culture, finalement, qui te font le plus penser à l'ambiance du jeu de rôle de Cthulhu? Récemment, il y a par exemple la série True Detective, la première saison. En fait, c'est une série qui est une série d'anthologie, donc chaque saison est différente. Mais la première saison, elle se passe vraiment dans, je sais plus dans quel état ça se passe, mais c'est dans ce côté marécageux des États-Unis avec le mildiou, des choses comme ça. Et il y a une enquête vraiment poisseuse avec des personnages. Enfin, c'est vraiment l'Amérique profonde. Et c'est vraiment dans cette ambiance-là, hein, où il faut, ça peut vraiment faire rappeler. Et d'ailleurs, il y a des liens. Il parle notamment dans la série du Roi en jaune. Astur, donc, qui est un des personnages du mythe et de la mythologie de Cthulhu, ou Carcosa, etc. Et donc déjà la série fait des ponts et un parallèle avec toutes ces histoires-là, qui sont des légendes locales qui avaient été reprises, etc. par Lovecraft. Et ils en font... donc on peut vraiment voir un parallèle. Enfin, en tout cas, voilà, pour l'ambiance, vous êtes vraiment... vous pouvez vraiment regarder, par exemple, si vous regardez la série, c'est vraiment dans cette ambiance-là, ça vous donne un peu ce côté poisseux qui est un peu caractéristique des scénarios de l'appel de Cthulhu. Donc du coup, on va jouer dans cette ambiance poisseuse, dans cette ambiance un petit peu particulière. En fait, dans le jeu très années 20, la plupart. Alors, l'appel de Cthulhu a développé des scénarios et des campagnes dans absolument toutes les temporalités, hein. Vous pouvez aller de l'Antiquité à l'ambiance contemporaine, voire même au futur. Mais la majorité des scénarios vont plutôt se dérouler dans une ambiance début XXe siècle. En général, l'année choisie, enfin en tout cas la dizaine choisie, c'est plutôt 1920 dans la majorité du temps. Et pareil, vous allez Ouais. avoir tous les lieux possibles et imaginables. J'imagine que vous pouvez même trouver l'espace, j'en ai jamais vu, mais j'imagine que ça doit exister. Mais dans la majorité des cas, Probablement, ouais. probablement, ouais. Les scénarios de l'appel de Cthulhu se passent genre aux États-Unis ou en Angleterre. Voilà. C'est cette ambiance-là, on va dire, qui est le cliché du scénar de Cthulhu. Voilà. Le setting de base, c'est Amérique 1920. Voilà, ça c'est le setting le plus de scénarios, il se retrouve là-bas. Après, tout est transposable, bien sûr. Du coup, qui on joue, Jean? Quand tu joues à Cthulhu, tu joues qui, toi? Alors, en fait, c'est marrant parce que le qui est vraiment très mêlé au quoi. L'appel de Cthulhu, c'est un jeu de rôle d'enquête, c'est un jeu de rôle de mystère, c'est pas du tout un jeu de rôle de baston. Et du coup, le personnage interprété par les joueurs est un personnage qui correspond complètement au type de jeu et s'appelle un investigateur. Donc, on va jouer classiquement des gens issus de milieux favorisés, mais pas non plus top classe sociale, avec plutôt des compétences d'intelligence, on va dire, une certaine curiosité, et qui vont enquêter autour d'événements paranormaux, ou en tout cas d'événements étranges. Ouais, tout à fait. En gros, il faut vous dire que au niveau du statut social, après, vous pouvez après tout jouer, c'est-à-dire que vous pouvez jouer un membre de la pègre qui vit dans la rue jusqu'à un riche. Vous pouvez jouer un professeur qui est riche, un professeur qui est pauvre. Il n'y a pas vraiment on va dire, de règles là-dessus. C'est juste que, naturellement, les joueurs vont souvent plutôt prendre quelqu'un dans la classe moyenne.
C'est plutôt ça. Donc on a dit à qui on joue, des investigateurs, ça tu l'as dit. Quel type de scénario? T'as aussi répondu, genre, on joue plutôt des scénarios en quête, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a souvent alors pas toujours, mais il y a souvent une grosse part du scénario où vous allez devoir enquêter pour avancer soit sur un crime ou soit sur un événement étrange qui s'est passé. On avait dit un petit peu quand on avait fait Tales, hein, c'est que tu disais ça ressemble un peu à du Cthulhu. Oui, c'est vrai que ces scénarios d'enquête, c'est en premier, c'est Cthulhu qui a apporté ça, hein, au niveau du jeu de rôle. Et donc les personnages que vous jouez qui sont des investigateurs, ils ont des caractéristiques. Ces caractéristiques, elles sont par exemple la force, la dextérité, le pouvoir, la taille, la constitution, la santé mentale. En tout cas, en tout, il y en a 9. Et ces caractéristiques, vous les trouvez en lançant des dés durant la création de personnages. Vous lancez notamment donc des D6. Donc, selon la caractéristique, il y a un système, soit vous lancez 3d6, soit vous lancez 2d6, et auquel cas vous rajoutez 6 après. C'est parce qu'il y a certaines caractéristiques où vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir, par exemple, 20 dans une caractéristique, c'est trop bas, sachant que les caractéristiques, elles vont de 0 à 100, et que vous avez un minimum de 9 points de 15 points par caractéristique quand vous créez votre personnage. Après, en sachant que ça peut être modulé par l'âge de votre personnage, c'est-à-dire que plus votre personnage va être vieux, plus il y aura une répartition différente, il y aura des modifications à apporter à vos statistiques, enfin à vos caractéristiques initiales. D'accord? Parce que plus il est vieux, plus il vieillit, moins il est beau, donc il va perdre en apparence, par exemple. Par contre, il sera probablement plus éduqué, donc il aura une éducation qui pourrait être plus importante. En gros, dans les caractéristiques, pour les nommer toutes, vous avez la force, la constitution, la taille, la dextérité, l'intelligence, l'apparence, le pouvoir, l'éducation et la santé mentale. Voilà, et de ces caractéristiques principales découlent d'autres valeurs qui peuvent être par exemple les points de vie, les points de magie, les points de santé mentale, etc. En fonction de ces caractéristiques, ça va définir un petit peu votre personnage. C'est-à-dire que ça va lui donner une morphologie. S'il a une taille importante, ça veut dire qu'il va être grand et gros, ou grand et fin, ou petit et gros. S'il a, par exemple, une force faible, ça veut dire qu'il va avoir du mal à se mouvoir, il va avoir peut-être une canne, souvent c'est les personnages un peu plus vieux, etc. Donc tout ça, ça va vous aider un petit peu quand vous allez lancer et réaliser votre fiche, à créer un petit peu l'image du personnage, en gros le brouillon de votre personnage. Juste au-delà de ça, toutes tes caractéristiques, en plus d'être une aide pour créer ton perso, elles ont aussi un gros impact sur le gameplay. Par exemple, j'avais joué un personnage qui était pas très beau, qui avait une apparence qui était, on va dire, normale faible. Complètement, oui. Et ça avait eu un impact directement sur le jeu parce qu'il y a certains personnages, certains PNJ qui refusaient de me parler. Parce qu'ils me trouvaient trop moche, tout simplement. Enfin, repoussant, on va dire ça comme ça. Oui, complètement. L'apparence, c'est une des caractéristiques qui est, on va dire, importante sur les interactions sociales dans le scénario. Et c'est un jeu d'enquête, donc les interactions sociales, elles seront importantes. Mais même les caractéristiques physiques, hein, par exemple le mouvement, c'est un peu au hasard finalement, puisque c'est sur des jets de dés que vous allez pouvoir le déterminer. Enfin, c'est la conséquence de jet de dés. Le mouvement, c'est sur la conséquence, ouais, c'est ça. Oui, mais du coup, ça reste une caractéristique qui est tirée au hasard. Elle est importante dans une course-poursuite. Je me rappelle d'une scène où on avait réveillé finalement des gardiens d'un masque qu'on avait volé, qui se déplaçaient beaucoup plus vite que nous. Et dans notre groupe, il y avait un neurochirurgien incroyablement beau, sexy, intelligent, mais qui avait des caracs de mouvement toutes pourries. Alors que mon personnage, qui était très très moche, avait des caracs de mouvement très très puissantes. Et mon personnage avait le temps presque de faire des allers-retours entre la sortie et ses camarades, tandis que faut pas exagérer. Si, c'était clairement ça. Le docteur Ogor, ce bon vieux docteur Ogor, se traînait derrière et il a fallu finalement qu'on le défende pour qu'il puisse arriver jusqu'à la sortie, parce que sans nous, en fait, il se serait fait attraper. Donc finalement, ces caractéristiques tirées au hasard, c'est des caractéristiques qui vont vous aider à définir votre personnage, mais en fait, vous allez en subir les conséquences, parce qu'il y en a plusieurs qui vont vraiment avoir un impact direct sur le jeu, et vous allez devoir gérer avec, et il y en a certaines qui seront de gros handicaps. Oui, clairement. Et voilà, donc de toute façon, tout ça comme on vous a dit, hein, ça donne un petit peu le brouillon de votre personnage. Et ensuite, il va falloir choisir ce qu'on appelle une occupation. Une occupation, c'est quel est le métier
ou quelle est l'occupation principale de votre personnage. Donc vous avez une liste d'occupations disponibles, il y en a un bon paquet, vous avez là-dedans, vous avez par exemple infirmier, vous avez parapsychologue, vous avez membre de la mafia, vous avez policier, vous avez inspecteur privé, détective privé, je veux dire, etc. Et selon l'occupation, donc pour avoir une occupation, on va vous donner un certain, par exemple, on va vous dire, voilà, il faut que vous soyez dans telle classe sociale, donc c'est-à-dire qu'il faut que votre crédit, qui représente un peu votre richesse, elle soit comprise entre temps et temps. C'est ce qui est le plus logique pour l'occupation. Ensuite, on va vous dire, voilà, parce que là, on va vous parler des caractéristiques, mais ensuite, il y a les compétences. Et les compétences, donc Toulouse, il y en a un bon paquet. Donc, comment choisir, et puis comment savoir quelles compétences vous avez accès. Alors, c'est tout simple. Vous avez votre occupation. Donc, par exemple, policier. Policier, dans l'occupation, il y a marqué, pour déterminer le nombre de points d'occupation, donc le nombre de points de compétences en lien avec votre occupation, il faut faire éducation x2 plus force x2 ou dextérité x2. Et donc si vous avez un personnage qui effectivement a une bonne force et une bonne éducation, eh ben, ça peut vous donner envie de prendre cette occupation-là. Il y en a d'autres dans ce même style. Et ensuite, vous avez une liste des compétences d'occupation qui vous sont accessibles. En effet, tous les métiers et toutes les occupations ne vous ouvrent pas les portes à toutes les compétences. C'est logique. Quand vous travaillez dans la vie, vous acquérez un ensemble de compétences propres à ce travail. Et là, c'est pareil. Et ces points de compétences, vous allez pouvoir les distribuer uniquement dans ces caractéristiques-là. Donc, par exemple, un policier, ça va être écouter, ça va être persuader, ça va être trouver objet caché. Alors, trouver objet caché, qu'est-ce que c'est ? C'est une compétence qui est devenue très connue, voire culte de l'appel de Cthulhu. On dit TOC, TOC, et puis même c'est utilisé dans d'autres jeux de rôle maintenant, tellement ça a été connu, et c'est une compétence qui est en fait la compétence qui vous permet de percevoir les choses et de trouver un objet caché, comme son nom l'indique. C'est un peu aussi votre compétence détecter les pièges. Dans le premier scénario qu'on avait fait avec Antoine, on visitait une maison bizarre, hantée, et il y a un moment où finalement il y avait un piège avec un poignard possédé qui devait... Une dague, Jean, une dague. Un couteau qui devait se jeter sur vous, en fait finalement vous transpercer lorsque vous passiez à un certain endroit. Et il y avait un de nos personnes. Et du coup, Antoine nous a demandé de finalement faire un test de trouver objet caché, alors qu'on ne cherchait rien, pour savoir si notre personnage allait réussir à détecter seul, finalement, avoir l'intuition d'eux en rentrant dans la pièce. Et finalement, doit être Jessie qui avait réussi à le voir, il me semble, et qui avait réussi à attraper ou esquiver, je sais plus, le couteau. Bon, cette session, elle était maudite, vous avez fait que des jets de fou, donc il me semble qu'elle l'a attrapé au vol dans le plus grand des calmes. Ouais, et puis que ça a niqué tout mon scénar, mais comme d'hab, quoi. Et voilà, donc cette compétence-là, elle peut être, et c'est un peu, beaucoup de compétences comme ça, donc Cthulhu peuvent être utilisées comme ça, finalement passive, c'est-à-dire le MJ vous demande de faire ce test, parce qu'il veut savoir si jamais vous allez... par chance ou quoi que ce soit, détecter quelque chose, ou alors c'est vous qui pouvez décider de chercher quelque chose dans cette salle, dans cette bibliothèque, dans cette étagère, dans ce puits, et finalement trouver ce que vous cherchez. Exactement. Il y a un deuxième type de point de compétence, parce qu'en fait, votre personnage, il a des compétences qui sont liées à son travail, mais peut-être qu'il fait autre chose dans la vie. Peut-être que quand il rentre à la maison, il aime bien faire de l'origami, je sais pas, voilà. Et du coup, il acquiert une compétence en origami. Bon, ça n'existe pas la compétence origami, mais vous m'avez compris. On peut la créer, tu peux la créer si t'as envie. On peut complètement la créer si t'as envie. Pas sûr que ce soit utile, mais tu sais, pourquoi pas. Il y a plein de compétences inutiles qui peuvent s'avérer indispensables. C'est vrai. Quand tu veux, imagine, je sais pas, toi et ton mari, vous êtes fan d'origami, il devient possédé, tu lui fais l'origami qui vous a permis de se rencontrer. Non, ça marchera pas. Et là, il revient d'entre les morts, et voilà. Ouais, ça peut marcher. C'était une fois, c'était une seule fois. Donc du coup, il y a ces points que vous pouvez gagner qui s'appellent des points de hobby, enfin de loisirs. Et en fait, pour les avoir, il suffit de prendre votre intelligence x2. Ça part du principe que plus vous avez un personnage intelligent, donc un personnage qui arrive à apprendre vite les choses, et bien plus il aura de points dans ses hobbies, parce que plus il aura appris efficacement. Donc vous prenez votre intelligence, vous multipliez par 2, et ces points-là, vous les mettez dans n'importe quelle compétence. En sachant que quand vous êtes débutant, il faut demander, enfin je vous conseille fortement de voir avec votre maître du jeu, enfin votre gardien, c'est le terme pour l'appel de Cthulhu, quelles compétences sont bonnes à utiliser. Parce qu'il y a des compétences qui vont être primordiales dans n'importe quel scénario. Trouver objet caché, ça va être important quoi qu'il se passe. Par exemple, bibliothèque.
Bibliothèque, c'est ce qui vous permet de rechercher des informations dans une bibliothèque, dans des archives, dans une mairie, voilà, dans un bureau, ça va être important. Une compétence sociale, ça va toujours être important de pouvoir intimider, de pouvoir persuader, de pouvoir baratiner, de pouvoir charmer. Toujours. Une compétence, par exemple, psychologie, ça peut être intéressant. C'est une compétence qui vous permet de lire sur le visage de votre interlocuteur s'il ment ou s'il ment pas, de ressentir ses émotions. Donc tout ça, premier soin, par exemple. Ça a l'air important comme ça, premier soin. Et ensuite, vous avez un faisceau de compétences qui est moins, on va dire, utile en premier abord, mais qui peuvent se révéler primordiales dans certaines situations. On vous a raconté au début, la compétence chant, ça sert pas à grand chose, on se dit comme ça, mais en fait, ça a sauvé un des joueurs autour de la table. Et moi je vous conseille de faire un personnage qui est roleplay, c'est-à-dire qu'il faut qu'il vous plaise. Si vous avez envie de mettre 50 points de compétences dans Origami, mais faites-vous plaisir, mettez-les, d'accord ? C'est pas important, c'est pas un jeu où on va optimiser ses compétences. C'est un jeu où il faut créer un personnage qui vous plaît, d'accord ? Donc c'est pas grave si vous n'êtes pas fort en trop objets cachés, si vous n'êtes pas fort, vous dites, on s'en fout, d'accord ? C'est le rôle du maître du jeu de vous permettre de pouvoir continuer de jouer même s'il y a un obstacle. Faites un personnage qui vous plaît, ça sera plus simple pour l'interpréter. Bonne chance pour le maître du jeu si jamais tous ces personnages autour de la table ont des compétences maxées en chant, origami et dessin sur macramé et 0 en trouver objet caché et bibliothèque. Oui, bon, écoute, tu m'as compris, voilà. Donc ça, on a fait un petit peu on a rapidement fait le tour de comment créer un personnage. Qu'est-ce qui est important de regarder pour ce personnage, et ensuite comment ça se joue. Alors attends, juste avant de parler de comment ça se joue, pour montrer à quel point Cthulhu est quand même un jeu d'interprétation et de roleplay, il y a une dernière partie de la fiche perso dont on n'a pas parlé, qui est la partie profil, qui sert juste en fait à plus définir votre personnage, et comme d'hab dans Cthulhu, tout ce qui va vous permettre d'approfondir votre personnage va aussi avoir un impact sur le gameplay. Donc je m'explique, dans cette partie profil, on vous demande de détailler des choses sur votre personnage, comme une description rapide, ce qu'il peut penser, ses croyances, mais également des séquelles possibles et des cicatrices possibles qu'il peut avoir. Je vous rappelle qu'on a dit qu'on jouait dans la plupart du temps dans les années 20, ce qui veut dire que la plupart des personnages que vous allez jouer auront vécu finalement 14-18 d'une façon ou d'une autre. Vous allez jouer en Europe ou aux États-Unis, donc quand même des zones qui ont plus ou moins été marquées par cette guerre-là. Donc une possibilité de jouer des personnages qui ont été au front. Et en fait, on va vous demander de décrire toutes les séquelles, tous les traumatismes de vos personnages, et que le MJ pourra utiliser pendant la partie contre ou pour vous. Et ça oriente vraiment beaucoup le jeu, parce que quand vous regardez la partie profil, ils ne vous demandent pas quel est le rêve incroyable de votre personnage, mais ils vont vous demander quelles séquelles il a, quelles sont ses phobies et ses manies, des choses comme ça. Et donc ça, c'est vraiment une partie importante du jeu, parce que ça va vous aider votre MJ à mieux vous définir et vous aider à mieux jouer. Complètement. Il y a donc on allait aborder un petit peu la mécanique de jeu, en sachant qu'il y a des mécaniques qui ont été inventées, créées par l'appel de Cthulhu. On va en parler. Bon, déjà, simplement, comment ça se joue ? Tiens, Jean, tu cherches, tu es dans une bibliothèque, comme par hasard, tu cherches un document particulier, et moi je vais te dire, tu me dis ouais, je cherche ça, et je vais te dire très bien, fais un test de bibliothèque. Qu'est-ce que tu fais ? Dans ce cas-là, je vais attraper le dé principal dont j'ai besoin pour jouer, qui est un dé 100. Donc c'est un dé à 100 faces. C'est uniquement jouable avec un dé à 100 faces. Ça existe, des dés à 100 faces. Vous en avez déjà vu, ça ressemble presque à des billes. C'est pratiquement rond. Ouais. C'est vrai qu'on c'est pour les trolls. Oui, il y en a qui l'utilisent. Si un joueur me sort son dé à 100 faces autour de la table, je pense que ça peut mal se passer. C'est parfaitement jouable. Ouais, bien sûr. Tu sais, tout le monde attend pendant 10 minutes que le dé arrête de tourner. C'est bon ? Je préfère le moment où tu vas dire relance ton dé des dizaines. Mais en réalité, ce jeu se joue plutôt avec 2 dés 10. Donc vous avez un dé qui va représenter les dizaines et un dé qui va représenter les unités. Donc un dé qui va aller de 0 à 90 et un dé qui va aller de 0 à 9. Et vous jetez les 2 dés et du coup vous allez avoir 50 et 1 et du coup ça fera un score de 51. Donc l'objectif c'est de faire un jet
et de faire moins que la valeur de votre compétence. Ou égal. Si, par exemple, Antoine m'a demandé, ou égal. Si par exemple Antoine m'a demandé de faire un test de bibliothèque, mon personnage a 70% en bibliothèque, et ben il faut que je fasse. Il est fort. Il est extrêmement, incroyablement fort en bibliothèque, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, il fait ce jet et il faut qu'il fasse 70 ou moins pour réussir son test de bibliothèque. Et même si jamais il fait beaucoup moins, c'est-à-dire moins de la moitié, donc 35 là pour l'exemple, bah, il réussit vraiment très bien, ça s'appelle une réussite majeure. Et si jamais mon personnage est incroyable et qu'il fait moins du quart de la valeur, et ben à ce moment-là, Moins du cinquième, c'est pardon, moins du du cinquième. cinquième, mais à ce moment-là, il fait une réussite extrême et en fait, les conséquences de ces réussites vont varier en fonction de si vous réussissez juste, si vous réussissez très bien ou si vous réussissez de façon absolument incroyable. Voilà, ça c'est le maître du jeu qui décide, ça peut être un indice supplémentaire, ça peut être que la prochaine fois que vous faites un test de bibliothèque, vous n'avez pas besoin de lancer les dés parce que en fait vous êtes super fort, etc. Donc la plupart du temps, il faut faire égal ou moins, c'est ça, c'est simple. Il y a quelques petites subtilités, par exemple, il y a un test qui est super important dans le jeu qui concerne votre caractéristique de santé mentale. Cette caractéristique de santé mentale, ça a été inventé par l'appel de Cthulhu. C'est quelque chose qui définit un peu, donc, on va dire, tout simplement la santé mentale de votre individu. Votre personnage, il peut mourir, il peut mourir de deux façons dans le jeu. Il peut mourir parce que ses points de vie atteignent 0 et qu'il prend une blessure et qu'il meurt, tout simplement. Ou alors il peut devenir fou. Et il peut devenir fou à tel point qu'il perd tous ses points de santé mentale, et à ce moment-là, le personnage n'est plus qu'une coquille vide, et son esprit est brisé et ne reviendra jamais. C'est l'une des fortes possibilités qui peut arriver quand vous enchaînez les scénarios avec un même personnage. C'est-à-dire qu'il va souvent plus rapidement devenir fou que mourir. C'est ce qu'on disait la dernière fois, finalement, la durée de vie d'un perso en général, elle est plutôt sur sa santé mentale qui diminue au fur et à mesure des sessions et qui finit par devenir injouable à cause de sa santé mentale qui devient trop faible, plutôt que des points de vie qui finalement se récupèrent beaucoup plus facilement. Complètement. Voilà. En sachant que récupérer de la santé mentale, c'est quand même fastidieux et c'est compliqué. En gros, comment est-ce qu'on fait ? Vous arrivez devant une situation, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous arrivez devant une situation que votre personnage n'arrive pas à gérer mentalement. Un cadavre qui est démembré, ou alors vous voyez une créature du mythe, votre personnage n'avait jamais vu quelque chose comme ça, il est choqué, et moi je vais vous dire, tu me fais un test de santé mentale. Et en fonction de si tu réussis ou pas, donc un test c'est, tu lances tes dés, il faut que tu fasses moins que ton score de santé mentale, ou la même chose. Si tu réussis, tu peux prendre 0, comme tu peux prendre quand même 4 points de santé mentale en moins, parce que la vision de toute façon elle provoquera ça. Et si tu rates, souvent c'est un lancer de dés. C'est-à-dire que je vais te dire, écoute, tu lances un dé 10 et tu perds autant de points de santé mentale que ton dé 10. Un dé 10 c'est beaucoup. C'est-à-dire que si vous perdez 10 points de santé mentale d'un coup, vous allez vous en rappeler. Et en fait, ensuite ça peut entraîner des conséquences. Donc vous pouvez faire une folie qui est ce qu'on appelle une folie provisoire. Temporaire. Non, temporaire, une folie temporaire. C'est si vous perdez 5 points d'un coup, vous devenez temporairement fou. C'est-à-dire qu'en fait, il va se passer quelque chose. Par exemple, la dernière fois que ça est arrivé, il y en a un, il s'est déshabillé, il s'est mis à courir à poil pendant des heures. On l'a retrouvé dans une forêt perdue. Il avait plus toute sa tête, il bredouillait. Et il y a des conséquences souvent. Ils peuvent attraper. Vous pouvez ressortir avec des manies, des phobies qui peuvent vous handicaper dans votre jeu. Et puis même, vous pouvez commencer à avoir des hallucinations. Il va se passer des choses autour de vous que les autres ne voient pas. Et en fait, votre personnage est persuadé que c'est la réalité. Et ensuite, si vous perdez. L'autre mécanisme, c'est si vous perdez un 5e de vos points complets en une journée, en 24 heures, c'est la folie permanente. Et dans ce cas-là, c'est une folie qui va durer dans le temps, qui va avoir des grosses conséquences sur votre personnage et qui vont faire que c'est de plus en plus compliqué à jouer. Cette mécanique, elle est importante, en fait, parce qu'elle elle impacte directement le gameplay. Moi, quand je jouais à ça, la première fois, en fait, quand on vous l'explique comme ça, vous dites OK. Vous jouez, vous voyez un truc incroyable. En fait, vous êtes dans un jeu dans lequel vous avez envie d'ouvrir les portes, vous avez envie de voir les choses. Donc, vous êtes insouciant. Et en fait, vous exposez votre personnage à ce risque de folie. Quand ça vous arrive la première fois que vous perdez beaucoup de points de santé mentale et que vous rentrez dans une folie temporaire, en fait, ça va vous marquer. Et les fois d'après, quand vous allez jouer, vous allez vous mettre à jouer comme si vous y étiez, dans le sens où vous avez peur de découvrir des choses. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça fait partie de l'esprit du jeu, où finalement, c'est un jeu d'enquête, mais vous pouvez être sanctionné pour avoir, on va dire, pas trop bien cherché, mais finalement avoir trouvé ce que dans le fond, vous auriez peut-être jamais dû trouver. Et cet esprit-là est important. C'est vraiment ça. On reparlait de l'horreur cosmique en début de podcast. Ça revient directement là-dessus. Ça mécanise en fait ce truc-là où
bah, vous êtes confronté à des choses plus grandes que vous, incompréhensibles, et quand vous y êtes exposé, vous devenez fou. Et finalement, vous devez avoir peur de trouver ces choses-là. Et le fait d'avoir mis des points là-dessus et dont le MJ se met à contrôler votre personnage et à vous imposer des folies, ça revient complètement là-dessus, parce que finalement, bah, vous devez faire attention à pas vous exposer à des choses que votre personnage ne pourrait pas tolérer. Tu parlais de personnage de Ben qui s'était devenu fou et mis à poil. En fait, la scène, c'était un culte, une secte qui avait trouvé une espèce d'homme-poisson qu'il avait enfermé dans un aquarium et ont trouvé cet aquarium-là. Et en fait, on a tous voulu communiquer avec cet être-là qui avait l'air de vouloir communiquer avec nous. Il nous a regardés et a posé sa main palmée sur la vitre en nous invitant à faire la même chose que lui. Et en fait, on n'a pas à réfléchir, on a tous posé notre main dessus. Sauf qu'il y avait un personnage qui avait des aptitudes un petit peu ésotériques, un peu médium, et du coup qui finalement, avec beaucoup de caractéristiques de pouvoir, et qui a toléré cette rencontre. Et les autres, en fait là, ont peut-être un peu plus joué en joueur qu'en personnage, ils y sont allés alors que le personnage n'était pas du tout préparé à ça, et ils sont devenus complètement fous. Et du coup, cette mécanique-là, vraiment pour jouer cet aspect-là, elle est parfaite. Bah, c'est une mécanique qui apporte beaucoup au jeu, comme tu disais, hein, c'est vraiment que ça apporte dans l'ambiance, etc. Et puis moi c'est là où je trouve qu'on voit que le système de jeu est très élégant, c'est qu'il y a ce système de tu perds 6 points de santé mentale, tu fais face à une folie, on a dit, j'arrive jamais à me rappeler, j'ai toujours envie de dire autre chose. Temporaire, merci Jean. Et en fait, avant de devenir fou, ton esprit va essayer de se protéger de cette folie. Et du coup, le joueur, il va devoir faire ce qu'on appelle un test d'intelligence. Et vous allez me dire, c'est toujours bien d'avoir beaucoup de caractéristiques, d'avoir des caractéristiques élevées. Sauf là. Parce qu'en fait, il faut que votre test d'intelligence, vous le ratiez. Parce que si vous comprenez, donc si vous réussissez votre test d'intelligence, si votre personnage il a 80 intelligence, bah, du coup vous allez quasiment réussir. Si vous réussissez, votre personnage il comprend ce qui vient de se passer, il comprend l'étendue de l'événement, et il devient fou. Alors que s'il est un peu bête, et que du coup il a 40 en intelligence et qu'il le rate parce qu'il fait 70, eh ben son esprit il va enfouir ce souvenir dans son subconscient, et vous allez faire comme si bah non c'est rien, j'ai dû l'imaginer, c'est pas grave. Et là je trouve que vraiment le système de jeu il est très élégant, il y a plein de petites choses comme ça, quand on le lit on voit que c'est un système qui est abouti. C'est pour ça que j'ai dit qu'au début il y aura probablement pas autre chose que la V7. C'est parce que quand on regarde un petit peu la communauté, même ce qu'ils disent, Chaosium, etc., ils disent on est arrivé à un système de jeu qui a été pensé et qui est dans sa dernière forme. C'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment d'amélioration. Pour faire quelque chose d'autre, il faudrait complètement changer le cœur du système, qui est un système que je trouve personnellement assez élégant et que je trouve simple à jouer, simple à expliquer, et pourtant qui permet de faire de nombreuses choses. Il y a une chose dont on n'a pas parlé qui est importante. Bon, déjà, il y a tout ce qui est combat et tout ce qui est poursuite. Ce sont des mécaniques à part entière qui vous permettent de simuler un combat ou de simuler une poursuite entre vos joueurs et des choses qui les poursuivent. Dans le combat, c'est très simple. C'est pas un système qui est fait pour ça. C'est-à-dire que ça va être du tour par tour, selon l'ordre d'initiative. Et ça va devoir être, est-ce que vous attaquez, est-ce que vous vous défendez, est-ce que vous essayez de manœuvrer autour pour lui faire perdre son arme, etc. Et la poursuite, c'est pareil, ça va être un lancer de dés avec, vous avez un parcours et c'est le premier s'ils arrivent à faire de la distance entre eux et leurs poursuivants, bah, ils s'échappent. Donc ça c'est tout simple, c'est des systèmes qui sont rajoutés pour permettre une meilleure immersion, mais qui sont pas indispensables. Comme je disais, il y a un mécanisme dont on n'a pas parlé. Ce mécanisme, c'est le fait de pouvoir forcer, de pouvoir relancer le jet de dés. C'est-à-dire que par exemple, vous grimpez à un mur, et puis vous faites un jet de dés de grimper, vous ratez. Votre personnage, il va pas tomber. Il va mettre la main sur la gouttière, il va sentir que la gouttière elle va tomber, et du coup il va se reposer sur la rambarde et il va attendre. Et là vous pouvez dire à votre MJ, bon ben non, je décide de pas le faire, je rebrouche chemin, ou vous pouvez dire non, mon personnage il veut monter, c'est sa seule chance de survie, et dans ce cas-là vous forcez le dé. Vous forcez le jet, vous refaites, vous relancez. Et par contre, cette fois-ci, si vous ratez, eh ben, il y aura des conséquences. Et ces conséquences, vous pouvez les demander à votre maître du jeu et il a le droit de vous les donner ou non. Donc ça, c'est un système qu'on utilise, mais pas tout le temps, parce qu'en fait, des fois, la situation fait qu'on se dit, bah non, là, il n'y a pas d'intérêt à ce que je force, il n'y a pas d'intérêt à ce que je relance, c'est pas comme ça, quoi.
Au niveau du roleplay, tu vas pas forcer tous tes jets de dés. Oui, Mais c'est vrai que c'est une solution qui peut être pas mal, effectivement, pour tout ce qui va être action, grimper, des choses comme ça. C'est vrai que le système, il est assez élégant. Moi, je dirais qu'il est facile à manier pour les joueurs, mais il peut être dur à manier pour des MJ quand même, parce qu'il a ce côté un peu... il y a des listes de compétences, vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a un petit peu ce côté, c'est pas que c'est pas polyvalent, c'est qu'il y a une compétence pour chaque chose. Et donc, du coup, si t'as pas de points dans ces compétences-là, ben, si t'as pas développé escrime, bah, tu vas pas savoir te battre avec une arme blanche. Il y a vraiment ce côté-là qui peut être un peu compliqué à gérer, à mon avis, mais j'ai jamais masterisé ça, donc je peux pas le savoir pour des MJ. Alors que pour des joueurs, bah, c'est simple en fait. Tu dis juste, bah écoute, moi je prends la table et je la balance par la fenêtre et c'est ton MJ qui te dit, ok, tu vas me faire un test de bla. oui, voilà. Ça, c'est super important ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, je dis aux joueurs, il faut que vous me décriviez ce que votre personnage y fait, qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, si un joueur me dit, là, je voudrais faire un test de trop objet caché, bah, je regarde, je fais, mais un quoi? J'ai pas compris ce que tu voulais faire. Ton personnage, il rentre dans la pièce et il dit comme ça, je voudrais faire un test de trop objet caché, s'il vous plaît. Non, moi, je leur dis bien, voilà. Il faut que vous me disiez, il faut qu'ils disent, je cherche, je fouille dans le bureau, voilà. Et à ce moment-là, pour moi, c'est comme ça que ça se joue. En tout cas, hein, c'est le rôle du maître du jeu de dire, ok, tu me fais un test de trop objet caché. Et donc, c'est un jeu qui est vachement bien pour l'initiation de nouveaux joueurs parce qu'en fait, il y a très peu de règles pour les joueurs. Alors, il y en a plus pour le MJ. Hein. C'est sûr que pour maître du jeu, c'est un peu plus compliqué. Il faut avoir bien lu les règles, il faut avoir une connaissance des règles pour pouvoir s'en affranchir au final. Hein. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des mécaniques de jeu. Après, il y en a beaucoup plus. Hein. En réalité, on est d'accord. Hein, c'est un jeu avec énormément de mécaniques et même des fois des mécaniques juste créées pour un ou deux scénarios qui sont très contextuels. Mais globalement, je pense que vous avez compris l'essence de la mécanique de ce jeu. Complètement, ouais. Et l'ambiance du jeu, hein. Je pense que vous avez compris qu'on jouait à un jeu d'enquête, qui n'était pas un jeu de baston, où il pouvait y avoir de l'action quand même, hein, et le jeu gère les phases d'action, mais finalement on n'est pas là pour se bastonner contre des créatures, et quand on en rencontre une, l'objectif en général, déjà quand on arrive à gérer le choc de la rencontre, c'est finalement de se barrer, qui est clairement à chaque fois qu'on a joué et qu'on a rencontré quelque chose de plus fort que nous, on s'est rarement, 2-3 fois peut-être qu'on a dû essayer de faire face, souvent, mais hein. c'était vraiment finalement des situations très particulières où on était un peu forcé de faire face parce que la créature avait récupéré notre objectif, quoi, on va dire ça comme ça. Bref. Avant de passer aux détails de la gamme, est-ce que tu voudrais peut-être nous parler un petit peu de tes conseils musicaux, vu que c'est toi qui as masterisé, à part et finalement l'utilisation de Audio Tabletop, toujours et encore, hein, ce service qui permet vraiment Toujours. de rendre incroyable des parties. Est-ce que tu aurais des petits conseils de musique à nous donner ? En plus, en sachant que pour Cthulhu, sur Audio Tabletop, vous avez une playlist de sons qui s'appelle Film Noir et qui a vraiment. Enfin, tout est utilisable, c'est super. Moi, je fais les ambiances de salle comme ça. Par exemple, si au début de la salle, vous êtes dans une. Au début de la première scène, c'est dans une salle où il y a une conférence de journalistes, et ben il y a plein de sons qui vous permettent de simuler cette ambiance. Et ça, c'est super pour commencer. Et puis, c'est des choses que des fois les joueurs remarquent pas, mais qui les plongent dans leur personnage. Donc, une fois de plus, franchement, utiliser ça, c'est super. Pour l'ambiance, comme on l'a dit, c'est un jeu d'enquête, mais c'est aussi et avant tout un jeu d'horreur. C'est un jeu qui se veut de faire peur un peu quand même. Hein. Et il faut que l'ambiance, comme ça, souvent c'est une ambiance qui va être progressive au fur et à mesure du scénario. Ça va commencer doucement, et puis ça va se terminer. Les joueurs ils vont être sous tension, ils vont avoir peur. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des joueurs et des joueuses autour de la table qui ils fassent des cauchemars la nuit entre deux sessions. Vraiment. Donc ça. Et donc il y a vraiment ça, c'est important d'essayer d'amener cette ambiance. Pour la musique, petit conseil, donc moi j'utilise Spotify ou n'importe quel, après vous avez tous les systèmes, YouTube, etc. Je vous conseille un système où vous n'avez pas de pub. Donc soit vous êtes abonné, soit quelque chose où vous vous débrouillez pour pas avoir de pub. Pour la musique, moi souvent j'utilise du jazz, un peu du dark jazz, hein, donc c'est du jazz un peu d'ambiance, où il n'y a pas de chant, qui a un rythme plutôt lent. Ça j'utilise souvent pour la première moitié du scénario. Donc par exemple, j'ai une playlist pas mal qui s'appelle Cthulhu Jazz Dark Ambient Jazz sur Spotify. Il y a 70 titres, il y a 7 heures de musique, c'est largement suffisant. Largement suffisant. Il y a des gens qui en douteraient, hein, clairement, sur ce coup-là. Hein. 7 heures de musique. Oui, bon, non, mais je veux dire. Il y a des scénarios qui ont dépassé ce temps-là, Antoine. Hein. Va falloir refaire ta playlist. C'est vrai.
Non, mais tu m'as compris. Après, il y a certains scénarios, vu que Cthulhu c'est une grosse fanbase, il y a certains scénarios où des gens ont déjà fait une playlist en fonction du scénar, donc il faut quand même écouter pour voir si ça correspond, mais c'est pas mal. Et ensuite, j'ai toujours une autre playlist que j'ai. Ça, c'est moi qui l'ai fait, mais il y en a qui sont. Vous pouvez les trouver, où c'est des musiques beaucoup plus dark, beaucoup plus lourdes. Et qui font un peu peur, quoi. Donc il y a tout l'album du groupe The Mount Fuji Doom Jazz Corporation, donc l'album Succubus, super. L'album Onyx d'Apocryphos, vous en avez plein, là je vous en donne quelques-uns, mais tous les albums de Musica, donc ça s'appelle Musica Cthulhiana. Donc pour vous dire, voilà, ça existe, il y a même des groupes qui s'appellent comme ça. Donc ça, il y a beaucoup de choses. Moi, je vous déconseille d'utiliser quoi que ce soit qui vienne de la pop culture, parce qu'en fait, c'est pas du tout comme Tales. C'est-à-dire c'est pas du tout conseillé que vos joueurs puissent reconnaître une musique, parce que genre 1920, il n'y a pas de musique connue, qu'on connaît actuellement. Et puis, pas de bande-son de film, moi, j'utilise pas, parce que ça pourrait casser l'immersion. Même si c'est un film d'horreur, même si... Non. Moi, je préfère que le joueur ne reconnaisse pas, donc ça, c'est les conseils. En sachant qu'après, moi, j'adapte toujours en fonction du scénario. Donc si dans le scénario il y a une scène particulière, comme on l'a dit au début, il y avait le concerto de Tchaïkovski, ça bien sûr je le rajoute. Et puis si il y a par exemple ça se passe en Europe ou à Berlin ou des choses comme ça, j'essaie de rajouter des musiques de l'époque et qui viennent de l'endroit où ça se joue. Comme ça rajoute un petit côté en plus. Donc ça c'est les petits conseils que je peux vous donner, il n'y a pas grand chose. Moi je trouve que c'est important d'essayer de soigner le milieu sonore. Après il y a des maîtres du jeu qui jouent sans musique, et ça peut être tout aussi bien. Moi personnellement j'aime bien utiliser la musique et j'essaie de soigner un peu, je trouve que ça rajoute dans l'ambiance, surtout pour les initiations, souvent ça fait mouche. Bon, très bien, je pense qu'on va pouvoir commencer à aborder la gamme. Alors, juste pour rappel, hein, on va uniquement parler de la gamme V7 française de Edge. C'est pas que tout le reste n'existe pas, c'est qu'on fait le choix de parler de ce qui se commercialise aujourd'hui et qui est, on va dire, qui peut se trouver à un prix normal, correct, décent. Et vous n'êtes pas obligé de passer par le marché de l'occasion et de la spéculation pour trouver des trucs pour jouer. Donc on va parler que de ça. Alors déjà rien que la gamme Edge V7 et pour faire un jeu de mots tentaculaire, donc vous avez alors de quoi jouer pendant un sacré bout de temps. Donc on va commencer par le truc le plus évident, la boîte d'initiation. Alors Antoine, c'est quoi le problème avec la boîte d'initiation ? Le problème, c'est qu'elle n'est pas trouvable pour l'instant parce qu'elle est en rupture. voilà. Elle sort. En fait, elle a été réimprimée. Donc, c'est une boîte qui coûte déjà 34,95, donc 35 €. C'est une boîte qui a été imprimée un premier tirage. Et la boîte, c'est une boîte en carton. Ce qu'on appelle en carton un peu cornflakes, vous savez, c'est les boîtes toutes molles là. Mon carton mou. Et elle a été réimprimée dans une édition avec du carton dur. Donc, meilleure qualité. Et avec un nouveau set 2D, je crois, ainsi qu'une petite bourse qui a été rajoutée. Bon, on vous conseille, ça sortira en début d'année prochaine, en début 2022. Donc on n'a pas pu y jouer, donc on n'a pas vraiment d'avis. Qu'est-ce que ça contient ? Ça contient des fascicules pour apprendre à jouer avec des règles, avec l'essentiel pour jouer. Ça contient un premier scénario façon le livre dont vous êtes le héros, pour que le maître du jeu débutant il puisse faire un scénario en tant que joueur et comprendre un peu les mécanismes de jeu. Ça, c'est quand même une super idée, je trouve. Et ensuite, il y a 3 autres scénarios pour MJ et joueurs débutants. En plus de ça, vous avez un set de dés, vous avez, comme je vous ai dit, une bourse pour mettre les dés. Et puis c'est à peu près tout. Enfin, si en plus vous avez quelques cartes. T'as dit qu'elle coûtait combien ? 34,95. D'un point de vue façon purement mercantile, un set de dés ça vaut 15 balles. Donc en fait vous avez pratiquement la moitié du prix de la boîte qui est remboursé si vous achetez vos propres dés. Non mais clairement la boîte d'initiation, les critiques sont très bonnes, disent que c'est une très bonne boîte. Et effectivement 3 scénarios, plus un scénario type livre dont vous êtes le héros pour s'entraîner en tant que maître du jeu. Je trouve vraiment que ça c'est une bonne idée. Et puis tout le matos qui va avec des fiches de personnages, etc. C'est une bonne boîte d'initiation. Clairement, vous avez plusieurs sessions et je pense que c'est un bon outil pour débuter. Malheureusement, on l'a pas testé, donc on n'a pas d'avis plus tranché que ça. Mais on va le faire, on va finir par l'acheter. Une fois de plus, c'est ce qu'on a dit au début, qu'on n'est pas payé par Edge et on n'est pas payé non plus par Chaosium. Non, on a dit qu'on était malheureusement, enfin tu as dit qu'on était malheureusement pas payé par Edge et malheureusement pas payé par Chaosium, mais que bon, s'il voulait faire un geste... C'est vrai, il pouvait, toujours, n'oubliez pas. Ensuite, il y a le livre du gardien.
Donc le livre du gardien, c'est le livre du maître du jeu en fait. Donc il coûte 49,95, donc 50 euros. C'est un livre de 445 pages. Donc c'est un gros bouquin. Il faut on va dire que en termes de règles pures pour jouer, il y a 200-250 pages. Après, c'est le bestiaire, c'est les différents tomes du mythe, etc. Et dedans, il y a 2 scénarios. Il y a un premier scénario qui est une sorte de poursuite en forêt, que moi j'ai fait jouer, que je trouve génial. Je trouve que ça amène une super ambiance. J'ai initié les joueurs avec ça, ça a super bien marché. Donc celui-là vraiment bien. Il y a un deuxième qui s'appelle, on va pas donner le titre, mais qui se passe à Arkham, dans l'université miskatonique, qui sont un peu les endroits emblématiques des scénarios de Cthulhu. Celui-là, je l'ai pas fait jouer, mais il a l'air d'être de très bonne facture. Je l'ai lu, il y a vraiment des mécanismes intéressants, avec, voilà, c'est vraiment une enquête un peu, je vais pas dire à la Agatha Christie, mais il y a tout ce côté où en fait le coupable n'est pas décidé au début du scénario. Il se décide en fonction des actions du joueur, et ça c'est quand même très sympa. Voilà, donc moi très bon scénario, surtout le premier que j'ai fait jouer que je trouve super. Il y a une mécanique de jeu avec les rêves qui est géniale. Ça met une ambiance folle autour de la table. Donc moi je trouve que c'est un très bon livre. C'est un indispensable, c'est-à-dire que clairement, vous pouvez jouer avec la boîte d'initiation, mais si vous espérez jouer d'autres scénarios que celui de la boîte d'initiation, il va vous falloir le livre du maître du jeu. C'est un livre qui est indispensable pour jouer. Voilà. Ensuite, il y a le livre de l'investigateur qui est un petit peu le livre du joueur. Le livre du joueur, oui. C'est ça, qui est un livre qui n'est pas indispensable pour jouer, surtout si vous jouez peu ou quelques sessions seulement. Mais qui est effectivement très utile pour pouvoir approfondir son personnage. C'est ça, c'est un livre qui coûte 39,95, qui fait 290 pages, qui n'est pas indispensable pour jouer, mais si vous jouez une campagne ou si vous faites des scénarios souvent, si vous jouez souvent, c'est fortement conseillé d'avoir un exemplaire. En fait, dedans, vous allez surtout trouver au début un petit kit de création de perso, mais qui fait une vingtaine de pages. Et ensuite, en fait, les 200 pages qui restent, c'est de la description de la plupart des occupations et des compétences. Et ensuite, énormément de background, d'histoire, en fait, avec un grand H, dans le sens de faits historiques, dans les années, la plupart du temps, jouer dans les scénarios de Cthulhu pour vous aider, en fait, à trouver un peu de background à votre personnage et à vous investir au mieux dans votre perso. En sachant que les occupations, elles sont peu détaillées dans le livre du gardien, ce qui est dommage d'ailleurs. Et ce qui fait que je trouve que le livre de l'investigateur est pas indispensable, mais si vous voulez jouer plusieurs fois, c'est bien d'avoir un exemplaire. Parce que franchement, ça vous aide beaucoup pour la création de personnages. Ensuite, il y a tout ce qui est les accessoires du gardien. Donc ça, c'est 24,95. Et c'est un écran. Vous avez 2 scénarios. Donc il y a La Maison Hantée, qui est un scénario d'anthologie, on va dire, de Cthulhu, qui est le premier scénario d'initiation qui avait été fait avec la boîte, je crois, la 2e édition, qui est un scénario très connu, qui a été un peu remanié. Et vous avez un autre scénario avec un phare qui se joue en peu de temps, qui joue en 1 ou 2 heures max. Et associé à ça, vous avez un écran. Un écran donc avec une face recto, avec une image pour les joueurs, qui est une belle image, qui est bien dans l'ambiance. On voit une forêt sombre, on voit des investigateurs, bon voilà. L'écran est vraiment bien. Et de l'autre côté, c'est des rappels pour le maître du jeu. Alors moi, j'utilise pas beaucoup les rappels, mais c'est des rappels, vous avez les règles pour la santé, pour les folies, donc ça j'utilise par contre, mais les règles pour le combat, les règles pour les poursuites, vous avez quelques tables supplémentaires, et vous avez l'échelle des demi et des cinquièmes en fonction des compétences, pour pouvoir savoir si votre joueur a fait une réussite majeure ou critique, enfin ou extrême, donc ça c'est pas mal. Et puis en plus de ça, vous avez des cartes, la carte d'Arkham, la carte du monde selon Lovecraft, etc. Vous avez un petit manuel, je crois, en plus, un petit fascicule de 50 pages, souple, qui vous permet d'avoir accès à des informations importantes dans le livre du gardien et d'avoir un index pour aller très rapidement dans le livre du gardien chercher ce qu'il vous faut si vous avez besoin en cours de partie. Donc c'est, franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on voulait vous parler des dés. Mais le problème des dés, c'est qu'en fait, il y en a trop, il y en a plein. Les dés officiels, il y en a peut-être 5 ou 6 sets différents. C'est des dés qui vaut une quinzaine d'euros par set. Il y a des dés phosphorescents, etc. En vrai, pour jouer, il vous faut des dés classiques de jeu de rôle. Donc un dé à 20 faces, un dé à 12 faces, 2 dés à 10 faces.
un des 6, un des 4, un des... Voilà, hein. Après tout dit. Surtout que les plus utilisés, ça va être les 2 des 10, le des 6. C'est les 3 qui vont être le plus utilisés. La plupart du temps, tu trouves ces sets, en fait, il y a des sets de 7D pour ce jeu-là, où tu vas les trouver sur Internet. Enfin, tu vas en trouver plein, avec des prix variables entre 7 jusqu'à 20-30 balles des fois, avec des effets particuliers. Il y a plein de sociétés qui font ce genre de dés, Coup Workshop, des choses comme ça. Avec Antoine, on aime bien la marque Chessex, CHE2SEX, qui fait des dés pas très chers et plutôt sympas. Donc qui sont pas forcément des dés officiels Cthulhu ou quoi que ce soit, mais qui font des bons dés. Et effectivement, ils ont sorti en fait des sets de dés à chaque fois qu'ils ont sorti des campagnes, des choses comme ça. Il y a des sets de dés qui sont sortis, notamment chez Coup Workshop, qui sont censés être des dés un petit peu personnalisés Cthulhu. Il y en a beaucoup avec des prix plus ou moins variables. Là, il n'y a pas un gros, un gros merchandising officiel de Edge, de dés français publiés, de choses comme ça. Vous allez en avoir plein différents. Donc, il faut acheter des sets de dés parce qu'en fait, sans ça, vous ne pouvez pas jouer. Et vous avez besoin de ces 7 dés différents pour jouer parce qu'il y a des jets particuliers et que Notamment pour la santé mentale. Ouais, les 2 dés 10 vont pas vous suffire. Donc vous devez faire l'achat de 7 2D. Il en faut. Le mieux, c'est quand même d'avoir un set par joueur. Mais après, quel set Enfin, c'est des dés standards. Hein, donc, enfin, standards, direct des chiffres. Donc, vous pouvez en trouver pour des vraiment pas chers. Ou alors vous faire plaisir avec des dés qui ont des styles particuliers. Enfin, là, c'est à vous de voir. Antoine. Par exemple, est un gros collectionneur de dés et on a des quantités assez incroyables en fonction du scénar qu'il va jouer, quoi. Ouais, non, mais bon, après, c'est chacun ses tocs, hein, voilà, hein, un petit jeu de mots. Chacun a sa collectionnite, tout à fait. Non, mais donc voilà, pour les dés, on a fait un peu le tour. Et ensuite, on va arriver aux suppléments, les suppléments de scénario plutôt. Hein. Donc le premier, c'est aux portes des ténèbres. C'est un supplément qui coûte 34,95, qui fait 144 pages. C'est un livre en couleur, comme tous les livres de la gamme pour l'instant. Et c'est un recueil de scénarios pour maîtres du jeu débutant et pour joueurs débutants. Il y a 5 scénarios dedans. C'est un recueil qui est sorti chez Edge, qui est sorti avant le livre du gardien. Donc vous avez des références dans le bouquin où il y a aussi marqué CF, le livre du gardien, pas encore publié, quoi. qui sera publié plus tard. Mais qui est jouable du coup avec la boîte de base. Donc si vous avez la boîte d'initiation, que vous n'avez pas envie d'acheter le livre du gardien, vous pouvez acheter aux portes des ténèbres. Et normalement, c'est jouable avec ce que vous avez eu dans la boîte d'initiation. Il y a 5 scénarios, ces scénarios qui durent plutôt entre 4 et 6 heures, il n'y a pas de scénario court. Souvent entre 2 à 6 joueurs par scénar. Nous j'en ai fait jouer 3 et franchement ils sont plutôt de bonne facture. Alors il y a des très classiques. Vous avez une exploration de galeries souterraines, c'est très classique. Vous en avez un dans un asile psychiatrique qui est super, avec vraiment une phase où vraiment on sent l'ambiance qui vraiment devient de pire en pire en fonction. Là-dessus, il est vraiment pas mal celui-là. Et le dernier que j'ai fait jouer récemment, c'est le tout dernier qui est un scénario qui peut se passer à Arkham et qui est un scénario classique aussi d'enquête, mais vraiment avec une ambiance très sympa. Il y a toute une histoire de drogue, etc. C'est vraiment c'était pour l'initiation que j'ai fait jouer et ça a beaucoup plu. Les 2 autres, je les ai pas fait jouer, en sachant qu'il y en a un qui a l'air plébiscité et que j'ai lu qui a l'air très sympa, où il y a une espèce d'ambiguïté sur qui est le monstre au final, en fait. C'est-à-dire que quand vous faites le scénario, à la fin, quel était le réel monstre dans le scénario ? Il y a cette question qui est un peu posée. Donc un recueil de scénar, vraiment, moi je conseille pour les MJ débutants. Et même pour les MJ confirmés, parce qu'en fait c'est des bons scénarios, et quand vous n'avez pas les compétences comme moi, c'est-à-dire moi je n'arrive pas à écrire mes propres scénarios, j'ai pas le temps et puis franchement j'ai pas le talent, donc j'ai besoin de scénarios préécrits. Donc pour tous ceux qui sont dans mon gars, franchement vous pouvez y aller, c'est un super supplément. Le supplément suivant, il s'appelle Berlin la dépravée. C'est un supplément qui coûte 44,95, qui fait 172 pages en couleur, et c'est peut-être l'ouvrage préféré de cette gamme. Franchement, Berlin la dépravée, je sais pas ce que t'en penses, Jean.
Bah, c'est celui dont on peut un peu plus parler peut-être parce que on en a joué une partie. Les deux anecdotes qu'on vous a données en début de podcast, à savoir le chant et le poème, sont tirées en fait de cette première session à Berlin. C'est vrai que là on est sur un scénario un peu plus complexe. La session elle a dû durer 7 heures, je sais plus, 8 heures, un truc comme ça. 10 heures. 10 heures en comptant le repas. Ouais, 10h30, je crois, C'est hein, un ouais. scénario, c'est une campagne, même, pardon, vraiment très bien écrite et avec une ambiance vraiment très particulière qui dépasse un petit peu, on va dire, le scénario cliché. On n'est plus du tout sur le scénario cliché de Cthulhu, à savoir juste l'enquête un peu paranormale dans une ambiance années 20. Là, on est vraiment immergé dans une ville. Il y a vraiment cette sensation d'ouverture où on ne sait pas trop où on va. Ce qui peut être un peu déroutant d'ailleurs au début, parce que ce côté un peu bac à sable fait que bah, on peut ne pas trop savoir ce qu'il faut faire au début. Donc c'est vrai que c'est peut-être plutôt pour des gens qui ont déjà fait un peu de Cthulhu avant. Mais c'est vraiment un super bouquin. C'est un supplément qui n'est pas que du scénario, c'est-à-dire que la moitié du bouquin, c'est un peu un contexte d'époque, c'est des règles supplémentaires, notamment sur la drogue, l'alcool, etc. Comment créer vos personnages dans cette ambiance-là, ces différentes organisations que peuvent rejoindre vos investigateurs. Donc il y a vraiment tout un background assez poussé sur les différents quartiers à l'époque, la vie, comme ça. Ça, c'est très sympa. Et vous avez 3 gros scénars. Donc c'est faut vous dire, un scénario habituellement, ça fait une dizaine de pages. Un scénario de 4 heures en gros. Là, les scénarios, ils font 30 à 35 pages chacun. Il y en a 3 qui forment une mini-campagne en fait. Et moi, on a joué le premier. Et puis le deuxième, je l'ai lu. Le troisième, j'ai pas encore commencé la lecture. Et c'est vraiment des scénarios qui sont très qualitatifs avec des histoires poussées, des rebondissements. Moi, je conseille vraiment, je vous conseille vraiment de jouer à ce scénario dès que vous avez un petit peu de, vous avez fait quelques scénars classiques. Si vous voulez vous lancer, ça demande un peu plus de préparation, mais franchement, c'est super plaisant à jouer. L'histoire est géniale, et puis il y a plein de rebondissements. Donc moi, je vous dis foncez. Berlin Dépravé, c'est peut-être mon supplément préféré. Ensuite, il en reste 2 autres. Donc, il y a Pulp Cthulhu qui est sorti très récemment. C'est un supplément qui coûte 40,95, 280 pages en couleur. Et en fait, c'est un autre mode de jeu, on va dire. C'est-à-dire que c'est plein de règles supplémentaires pour jouer à un autre mode de jeu. Qui vous permet de jouer des investigateurs qui sont plus puissants, qui sont un peu surhumains. Et qui vont pouvoir avoir du répondant face au mythe, en fait. Et en plus de toutes ces caractéristiques supplémentaires que vous pouvez jouer, il y a 4 scénarios à jouer dans ce mode pulp. Et le mode pulp, c'est un peu le mode du cinéma et des BD des années 20, où vous aviez un surhomme qui allait... Enfin, vraiment, c'est à fond dans les clichés, quoi. C'est le surhomme ou la surfemme qui va aller attaquer les monstres, qui va répondre, qui va prendre sa mitraillette pour aller canarder, etc. Donc on n'est pas du tout... On perd un peu cette ambiance horrifique qui est propre à Cthulhu. Nous, voilà, je pense, c'est pas quelque chose où on va jouer beaucoup parce qu'on n'est pas, c'est pas trop notre cam. Mais clairement, par exemple, si vous faites beaucoup de scénarios de Cthulhu et que vous avez envie de quelque chose qui change un peu dans le même thème, mais qui permet aux joueurs de souffler un peu, par exemple, dans une campagne, bah c'est un très bon interlude, je pense. Ouais, c'est un mode pour se marrer. En fait, ça demande un peu de travail, mais t'es vraiment sur c'est pour rigoler. Et je pense que les gens qui ont fait cet add-on-là l'ont fait aussi dans cet esprit-là. C'est pas un supplément comme Berlin ou comme Le Règne de la Terreur, qui sont des suppléments vraiment profonds de scénario dans l'ambiance. C'est vraiment un scénario pour... Oui, c'est ça. Comment dire que la Chine soupape, enfin vraiment, Ouais. c'est juste Enfin, c'est une comme ça qu'on interlude prend, en pour tout cas, nous, rigoler. hein. On n'est plus du tout dans l'esprit de Cthulhu. Non. Et puis, pour Mais après, encore terminer... une fois, on l'a pas fait. Oui, on l'a pas fait. On l'a pas joué pour l'instant. Je l'ai parcouru, par contre. Et en fait, pour finir, le dernier supplément qui est sorti, c'est Le Règne de la Terreur. C'est un supplément de 178 pages en couleur qui coûte 34,95, qui est un supplément le contexte, c'est la Révolution française. Donc c'est des scénarios qui se jouent durant la Révolution française. C'est un grand scénario en 2 parties, on va dire, avec des scénarios qui mettent du temps, probablement plusieurs sessions par scénario.
Et c'est tout ce contexte-là, la Révolution française. Donc le premier scénario il se passe en 1789 et le second il se passe durant la partie de la Terreur, etc. avec la guillotine, tout ça qu'on connaît. Alors c'est pas un supplément qui doit être, je pense, qui est historiquement parfaitement exact. Voilà, c'est un supplément qui a été écrit par les Américains, donc forcément il y a des inexactitudes au niveau de l'histoire, mais ça reste un jeu, et franchement, moi je l'ai parcouru, et ça a l'air d'être parfait pour jouer. C'est un scénario qui est fait pour être joué en rapport avec une campagne mythique de Cthulhu, qui n'est pas encore ressortie, mais d'après ce qu'on a vu, c'est dans les projets proches, qui est Terreur sur l'Orient Express. Donc si un jour vous jouez Terreur sur l'Orient Express, vous pourrez faire une aparté durant le scénario, faire un espèce de flashback et jouer les scénarios de Reine de la Terreur qui en fait mettent en scène des choses qui ont des conséquences sur la campagne Terreur sur l'Orient Express. Voilà, on a fait le tour de la gamme V7 sortie à ce jour pour l'appel de Cthulhu. C'est ça, on peut faire peut-être juste vous donner les petites choses qui vont sortir dans l'année qui arrive, ou dans l'année et demie. Très rapidement. Donc vous avez Aux Portes de l'Horreur, qui est comme, on va dire, Aux Portes des Ténèbres, mais c'est un petit recueil de 3 scénarios très courts, qui se jouent dans l'espace d'une soirée, qui dure entre 1 à 2 heures normalement. Pour de l'initiation, ou même pour une soirée où c'est pas l'activité principale, ça peut être sympa. Vous avez Les Abominations de Petersen, qui sont des scénarios qui ont été écrits par l'auteur de l'Appel de Cthulhu original, c'est-à-dire Sandy Petersen, celui qui a créé le jeu de rôle en 81. Et qui est un recueil de scénarios qui peuvent qui peuvent être contemporains, donc dans les années 2000. Les Demeures de l'épouvante, volume 1, qui sont des scénarios qui sont centrés autour de maisons hantées ou de demeures particulières. Vous avez Les Enfants de la Peur, qui est une grande campagne qui se passe en Asie, qui est la dernière grande campagne faite chez Chaosium et qui est en cours de traduction chez Edge. Vous avez également Farce Macabre. Et oui, il y en a beaucoup, vous allez voir. Hein. Il y a Farce Macabre. Farce Macabre, c'est du contenu original espagnol qui a été créé par les Espagnols. C'est une mini-campagne qui se passe au Caire, dans un hôtel particulier, dans les années 1920, qui a l'air tout bonnement génial. Les aperçus qu'on a eu, etc. Les gens on a vu un peu de retour, les gens qui ont pu le lire, etc. en espagnol, disent que c'est super. Et ça peut être une entrée en matière dans la très grande campagne des Masques de Nyarlathotep, qui est pour l'instant pas réédité. Peut-être elle le sera, ça serait cool. Vous avez le supplément Marseille. Donc Marseille, c'est un supplément pour le Marseille des années 1920. C'est un supplément qui avait été prévu par l'éditeur Sans Détour, qui n'a pas pu être réalisé et qui a été repris par Edge, qui a été réécrit, une réécriture complète et qui est en cours de relecture. Et vous avez finalement le Serpent à 2 têtes. Serpent à 2 têtes, c'est un recueil de scénarios pour Pulp Cthulhu. On a fait un peu le tour. Également, dernière chose, ils vont ressortir le Manuel du Gardien en édition 40 anniversaire, avec une superbe couverture en cuir. Ça coûtera 100 €, c'est un tirage limité, et ils auront incorporé dedans un 3e scénario, qui est le scénario qu'on retrouve dans les accessoires du gardien, la maison Corvette. Donc voilà, sinon pas grand chose de plus, on a fait le tour, voilà. Pas grand chose, ouais. On a fait le tour du coup de la gamme V7 parue et à paraître. Comme vous voyez, c'est une gamme immense. C'est difficile parfois de s'y retrouver. Vous l'avez compris, on a égrené absolument tout ce qui avait été sorti. Si on devait vous conseiller, on a parlé que de Edge. Hein. Si on devait vous conseiller rapidement par quoi commencer. La boîte d'initiation, on ne pourra pas trop vous en parler, même si jamais elle nous intéresse, parce qu'on l'a pas encore testé, donc difficile pour le moment. Et puis qu'elle n'est pas disponible actuellement. Voilà. Mais le livre de base est indispensable pour jouer. Et si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin parce que finalement Cthulhu vous intéresse et vous voulez faire plus de scénarios, il y a des recueils de scénarios qui sont vraiment très bien faits et vous êtes tenus par la main. C'est le cas de Aux Portes de Ténèbres par exemple. Et si vous voulez aller encore plus loin pour faire des campagnes un peu plus musclées dans le sens plus solide et plus complexe, vous avez par exemple Berlin la Dépravée qui nous a vraiment beaucoup plu. On vous conseille chaudement. Ouais, franchement, c'est un super bouquin. Hein. Et Le Règne de la Terreur, qui a l'air d'être vraiment du même tonneau, qui a l'air aussi bien, et qu'on attend de jouer avec impatience dès qu'Antoine aura fini de le préparer. Voilà, c'est en cours. Écoutez, on a fait un peu le tour, du coup.
on vous dit merci pour ce deuxième épisode de Tales. Et puis on espère se retrouver dans un mois. C'est quoi le prochain sujet, Jean? T'as une idée? Petite idée du prochain sujet, on devrait revenir, on va dire, à notre éditeur presque préféré. Non, on va c'est dire, à ton mon éditeur préféré, c'est pas le mien. Probablement avec, je pense, on va repartir un peu dans la SF. Je vais pas en dire plus, mais probablement repartir un peu dans la SF au niveau du jeu de rôle. Ça devrait être pas mal. En sachant que on a quelques sujets prévus pour les 2-3 prochains qui risquent d'être très sympas à faire. Voilà, donc on vous dit merci à tous et puis à la prochaine. Salut!